Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre webinaire avec Florence Medina. Donc Florence Medina qui est l'auteure de Direct du cœur, donc un des 3 romans qui a été sélectionné pour le prix des lycéens allemands. Et donc aujourd'hui nous allons avoir un échange avec elle. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes les classes qui se connectent au fur et à mesure. Donc Florence Medina, vous pouvez nous dire bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes connectés d'où ? Je suis à Paris pour le moment. Super. Voilà. Alors, on a avec nous aussi Nina et Marie du lycée Pierre Trudeau, donc ils sont en 10e classe. Il me semble que dans votre lycée, vous avez respecté 1 minute de silence en hommage à Samuel Paty. On va dire quelques mots sur ça. Oui, bonjour à toutes et à tous, Johan, donc de l'Institut français d'Allemagne. Vous devez encore faire la minute de silence ou elle est déjà passée chez vous dans votre établissement? Bonjour. C'est déjà terminé, en fait, c'est bon. D'accord, très bien. Merci en tout cas à votre établissement, à l'établissement Pierre Trudeau, comme d'autres établissements dans le reste de l'Allemagne, d'avoir suivi cette minute de silence qui est nationale en France pour cet enseignant qui, suivant ce qu'il pensait être le travail d'un enseignant, pour cette raison-là, a été sauvagement assassiné. Donc merci beaucoup à vous. Alors c'est vrai que ce n'est pas la meilleure manière de commencer un webinaire, mais on revient tout de suite à la littérature française, à la littérature francophone avec le webinaire. Et je te laisse la parole, Marguerite, en disparaissant de l'écran. Alors, Nina et Marie, peut-être vous pourriez nous dire en quelle classe vous êtes? Nous sommes dans la 10e classe, dans la classe de bac. Et donc, ça fait combien d'années que vous apprenez l'allemand? Le français, pardon. Alors, pour moi, depuis 5 ans, je pense. Et pour moi, c'est 10 ans. Oui. Super. On est très heureux de vous avoir pour cette rencontre. Merci beaucoup. Donc, vous êtes du lycée Pierre Trudeau et merci à votre enseignante Marjolaine d'avoir organisé ça. Alors, moi, je suis Marguerite Pometko. Je suis chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne. Donc, je vous appelle aujourd'hui de Berlin. Il fait pas très beau aujourd'hui. J'espère que c'est mieux de votre côté. Et avec moi, il y a Oriane, qui est ma collègue et qui est en charge de tous les aspects techniques du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Oriane vous répondra. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire à peu près le nombre de connectés qu'on est aujourd'hui. Donc, on est 61 personnes, donc c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup. Je vous propose de participer à un petit sondage. Donc, on a mis dans la rubrique sondage du chat. Et vous pouvez nous dire si vous êtes connecté seul ou avec votre classe. Donc, regardez si vous trouvez le sondage dans la rubrique. Voilà. Alors, moi, je vais mettre le PowerPoint. Donc, pour le plan, on va commencer par une petite introduction sur le prix des lycéens allemands. Ensuite, on va enchaîner avec l'interview de Florence Medina. Puis, nous terminerons par une session de questions-réponses avec tous les élèves. Donc, on vous a demandé de préparer 1 ou 2 questions par classe. Donc, ça sera le moment de les poser. Alors, petit moment d'introduction, donc à savoir que ce webinaire sera enregistré et qui sera diffusé sur YouTube. Donc vous pourrez y avoir accès a posteriori également. Alors, quelques mots sur le prix des lycéens allemands. Donc c'est un prix que nous organisons depuis 2004 avec notre partenaire Ernst Klett Sprachenverlag. Donc, dans la nouvelle formule, nous allons faire ça tous les 2 ans, donc avec une sélection de romans jeunesse francophones. Donc, cette année, nous avons 3 romans. Donc, Direct du cœur de Florence Medina,
Aigre-doux de Wilfried Nsondé et Même pas en rêve de Vivien Bessières. Alors, l'idée, c'est que vous débattiez, que vous choisissiez le livre qui vous plaît le plus et nous allons organiser des débats régionaux et un jury fédéral donc, qui se tient normalement à la foire du livre de Leipzig en présence de l'ambassadrice de France en Allemagne. Donc, le roman qui remporte le prix reçoit un prix de 5 000 € et peut faire une tournée dans les écoles l'année qui suit où il y aura des concours créatifs autour du roman gagnant. Donc voilà, ça c'était pour les éléments d'introduction sur le prix des lycéens allemands. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter notre site, à contacter l'attaché de coopération pour le français de votre Bundesland ou de me contacter directement par mail. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant à l'interview. Alors, Florence, on va commencer. Donc, pourriez-vous vous présenter pour tous les lycéens qui sont connectés avec nous aujourd'hui? Alors, bonjour à nouveau, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui se sont connectées depuis. Alors, je m'entends en fait. Je pense qu'il y a des micros qui sont connectés et voilà, je m'entends. C'est super, merci. Donc, je m'appelle France Médina, je vis essentiellement à Paris. Direct du cœur et pas exactement mon premier roman, mais plutôt le premier de mes romans qui a été publié. J'avais évidemment écrit d'autres choses avant. Le deuxième roman, par exemple, que j'ai publié, qui s'appelle Une poussière d'étoiles dans l'œil, qui est pour des jeunes plus jeunes que vous, a priori, avait été écrit bien avant Direct du cœur, et je suis en train de penser qu'il faut que je ne parle pas trop vite. N'hésitez pas à me dire s'il y a un moment, si je m'emballe, si ça part, voilà. Et je pense que je vais vous laisser poser les questions et ce sera aussi bien pour me présenter et pour parler de toutes ces filles. Bah, peut-être juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à lire le livre, pourriez-nous vous dire quelle est la thématique principale de votre roman? Et il me semble que c'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, le roman raconte l'histoire de Tim, d'un jeune garçon qui a à peu près votre âge, qui doit avoir 17 ans, qui est en classe de première, qui doit faire chez vous 11 ou quelque chose dans ce genre-là, si j'ai bien compris, et qui n'est pas très travailleur, qui n'est pas ce qu'on appelle un bon élève, qui est plutôt fainéant. Il n'est pas idiot du tout, mais il ne travaille pas beaucoup, et donc sa mère veut absolument qu'il ait son baccalauréat. C'est l'examen qu'on a, nous, 2 ans après la classe dans laquelle vous êtes. Et pour ça, il peut prendre des options, c'est-à-dire une autre matière qui lui permet de gagner des points. Et donc, elle lui impose de prendre une option pour être sûr qu'il ait son examen. Et comme il n'a pas envie, il ne choisit pas. Et donc, à la dernière minute, il se retrouve dans une classe dans laquelle on apprend la langue des signes française. Et il n'est pas du tout motivé au départ. Et puis, il découvre par le biais de cette classe et de ce cours et de la professeure qu'il a en face de lui, la communauté sourde, l'existence de cette langue, de la culture qui va avec et de l'histoire pratiquement d'un peuple, de ce qui s'avère être un peuple qui vit sur le même territoire que lui. Voilà, autour de ça, il y a toutes ces histoires d'amitié, son histoire familiale, une histoire d'amour qui vient se greffer à tout ça. Voilà, donc un roman dont la thématique parlera forcément à tous nos lycéens qui ont le même âge que le personnage principal. Donc Florent, juste avant de continuer, est-ce que vous pourriez essayer de bien garder votre micro en face de votre bouche quand vous parlez pour qu'on entende vraiment bien? Donc on va passer aux questions directement qu'ont préparées Nina et Marie avec leur classe qui me semble qui est assise derrière aussi. Donc Nina et Marie qui ont de la chance parce qu'elles sont donc dans leur école, elles ont le droit de ne pas porter le masque quand elles sont dans la même classe. Donc vous respectez quand même les distances de sécurité. Donc bravo, merci. Qui veut commencer? J'ai commencé et la première question de notre classe c'est pourquoi et comment vous avez commencé à écrire des livres?
Voilà. Pourquoi et comment avez-vous commencé à écrire des livres, Florence? Alors, moi j'ai l'impression qu'on n'écrit pas directement des livres. En tout cas, quand moi j'écris, je me dis pas que j'écris un livre parce que, à part peut-être pour des auteurs désormais très célèbres et qui publient peut-être un roman par an et qui savent très bien que leur éditeur les attend et que l'année prochaine ils vont publier et qu'en 2023 aussi et en 2024, moi je n'ai aucune certitude quand je commence à écrire un texte qui va être publié. Et même quand j'ai commencé Direct du Cœur, j'étais plutôt dans une période où je commençais à penser que jamais, jamais je ne serais éditée. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ce mot de livre dans cette question vraiment très intéressant. Moi, j'écris des histoires parce que tout d'un coup, ça vient soit de quelque chose que j'ai vu ou qu'on m'a raconté ou d'une phrase qui se met à tourner dans ma tête et je la suis, cette phrase. C'est comme Donc ça que ça vient. c'est venu spontanément et vous vous prédestiniez pas à devenir auteur en fait. Alors j'écris depuis très longtemps. Depuis, je pense, l'adolescence, depuis votre âge. Je commence à écrire peut-être des chansons. Je préfère pas relire aujourd'hui. Hein. Des chansons, des textes courts. J'avais commencé une pièce de théâtre. Enfin, je crois que j'en ai écrit plusieurs qui sont aujourd'hui dans un tiroir aussi. Mais oui, j'écris depuis très longtemps et j'ai envie effectivement que les choses que j'écris deviennent des livres. Ça, j'en ai envie, je crois, depuis toujours. D'accord, donc toujours une passion pour les livres, pour l'écriture surtout. Et donc, on va passer à la deuxième question des élèves. Donc, à vous de parler. Oui, alors, c'est combien de temps vous avez eu besoin pour l'écriture de ce livre? Ah oui, donc très bonne question. En combien de temps avez-vous écrit le livre Direct du Cœur, Florence? Alors, question complexe parce que moi, j'écris pas. Quand j'écris une histoire, elle sort rarement tout d'un coup. Ou en tout cas, entre la première fois où je l'écris et ce que vous lisez vous dans le livre, il y a plusieurs périodes d'écriture, de retravail, de doute, de transformation. Et puis, il y a aussi des périodes où je ne fais que ça, où par exemple, je suis en congé. Donc, j'ai mes journées entières pour écrire si je veux. Et puis, des périodes où j'ai un travail à côté et où j'arrive parfois à voler 1 heure ou 2 pour écrire et où sinon, j'attends le week-end. En gros, pour Direct du Cœur, malgré tout, il y a eu une première période de travail qui a duré 3 semaines. Puis, je l'ai fait lire à une amie qui m'a dit « Oui, c'est bien, mais ça ne va pas ». Donc, je l'ai retravaillé 3 semaines. Je l'ai envoyé à un éditeur qui, pareil, m'a dit « Oui, c'est super, mais ce n'est pas exactement ce que je veux. Je voudrais plus de vie familiale, plus de vie amicale. » Donc, j'ai retravaillé un bon mois, je pense, là-dessus, pour un éditeur qui, au final, m'a dit « Oui, mais non, finalement, c'est pas ce que je veux. » Donc, ça s'est pas fait avec lui. Et cette version, par contre, a été prise par l'éditeur actuel, qui est Magnard, et qui, bien sûr, m'a refait travailler. Donc, c'est très difficile de mettre bout à bout toutes ces périodes et de savoir le temps que ça a pris en réalité. Il y a des choses qui vont très vite. J'ai écrit l'année dernière un tout petit roman pour plus jeunes qui m'a pris 3 semaines, puis 3 semaines à nouveau, et que l'éditeur prend, on a retravaillé, mais ça a été quelque chose d'extrêmement rapide. Donc, c'est très variable. Bah, merci pour votre réponse. Vous pouvez poser votre troisième question. La troisième question, c'est quelles ont été vos influences pour le livre Direct du Cœur? Alors, il se trouve que à côté de l'écriture, j'ai un métier qui est interprète français langue des signes. J'avais envie de travailler avec les sourds depuis l'adolescence aussi. Ça m'a plu, je sais plus pourquoi. Je pense que j'ai vu la langue des signes, ça m'a attiré. J'ai eu envie de faire quelque chose donc avec les sourds. Et puis ma vie a fait que non, j'y suis pas allée tout de suite, que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et que je suis revenue à cette envie il y a environ 13-14 ans. Donc, je suis allée apprendre la langue des signes. J'ai découvert que le métier d'interprète existait. J'ai fait des études à pratiquement 40 ans. Et j'ai eu un diplôme. Je suis devenue interprète. Et c'est vraiment, je pense que c'est la plongée dans cette communauté, dans cette langue,
puis j'ai beaucoup lu. Quand j'ai commencé à rentrer dans la communauté sourde, j'ai beaucoup lu sur leur histoire, sur ce qui s'était passé. Et voilà. Et je pensais pas au début écrire là-dessus parce que c'est un sujet pas évident et les sources sont très, comment dire, susceptibles. Je sais pas si vous avez ce mot, susceptible, touchy, on dirait en anglais, très sensible sur le fait qu'on écrive sur eux et sur leur histoire et sur ce qu'ils vivent. Donc, c'était pas un projet au départ. C'est venu comme ça. Tout d'un coup, il y a une team qui s'est imposée et donc j'ai suivi et j'ai écrit cette histoire. D'accord. Donc vous connaissez vraiment très bien leur communauté. Oui. Alors, une prochaine question. Nina et Marie. Alors, quelle est la raison qui vous a fait apprendre la langue du signe? Alors ça, c'est mystérieux pour moi aussi, par exemple. Pardon, Marguerite, vous vouliez reposer la question peut-être? Non. Si vous avez compris, tout va bien. Moi, je peux. Oui, c'est mystérieux, je sais pas. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qui a fait qu'à 17 ans, j'ai eu envie d'apprendre cette langue. Je sais pas. Et puis, voilà, ça s'est passé. Et de la même façon, ça a ressurgi 20 ans plus tard. Je sais toujours pas pourquoi. Mais quand j'ai commencé à apprendre cette langue, ça a été une évidence. Parce qu'il y a des gens qui l'apprennent avec plus ou moins de difficultés. Et moi, j'ai été de suite un peu comme Tim. En fait, même si Tim et moi, on est très différents parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'a pas la même vie, parce que c'est un garçon, il y a des choses similaires dans nos expériences. C'est que moi aussi, quand je me suis retrouvée au milieu des sourds, j'ai eu l'impression de comprendre très vite beaucoup de choses et de réussir à communiquer, même si ma langue des signes n'était pas parfaite, qu'elle n'était pas très académique, même si aujourd'hui, je sais qu'en tant qu'interprète, il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi, il y a eu quand même une évidence avec cette langue. Mais pourquoi, je ne sais pas. Voilà, Nina et Marie, j'ai vu que il me semble que vous aviez une question peut-être sur la perspective d'écriture. Et j'ai vu que cette question revenait aussi dans le chat. Est-ce que vous pourriez la poser, s'il vous plaît? Oui, alors c'est pourquoi avez-vous choisi d'écriture de la perspective des jeunes lycéens? Voilà, donc par rapport à un point de vue de lycéen, mais aussi je vois dans le chat, est-ce que c'était étrange d'écrire d'un point de vue masculin? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses parfois qui s'imposent à moi, qui arrivent. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si tout d'un coup le personnage arrivait et qu'il venait susurrer à mon oreille et raconter sa petite histoire. Pardon. Et moi, je le suis. Quand un personnage arrive comme ça, et donc ça n'a pas été un choix, j'ai pas réfléchi avant, voilà, c'est ça. Il y a des auteurs qui réfléchissent, qui se disent je vais parler de tel sujet, de telle façon, et qui font des plans. Moi, je suis beaucoup moins organisée. L'idée arrive, le personnage arrive, je l'attrape et je ne le lâche plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Tim. Je ne sais pas comment cette voix à la première personne et d'un garçon s'est imposée. Peut-être que de prendre un garçon, ça me permet de mettre de la distance, parce que justement, moi, je suis une fille, et donc, c'est pas désagréable d'avoir une distance avec son personnage, ça permet d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très plaisant. C'est un personnage que j'aime bien, vraiment, que je trouve sympathique. Mais j'ai plus l'impression que c'est lui qui est venu que moi qui suis allée le chercher, sans vouloir paraître petit. Voilà. On va peut-être encore poser une question du chat avant de revenir à la dernière question de Nina et Marie. Aussi, par rapport au titre du livre, donc Direct du cœur, comment ça vous est venu en fait, ce titre? Alors, à vrai dire, le titre ne m'est pas venu non plus. Vous avez l'impression là que l'auteur ne choisit jamais rien. En l'occurrence, moi, quand je travaillais, quand j'écris quelque chose, généralement, j'ai un nom de document qui n'est pas forcément un titre, mais qui est un nom de document et qui parfois devient le titre. Et ce texte, au départ, s'appelait Ultraviolette, en référence à la jeune fille, à Jeanne, qui s'habille tout en violet. Et mes éditrices m'ont dit, oh,
ultraviolette, ça fait un peu science-fiction, ça dit pas de quoi ça parle, c'est pas terrible, on va te proposer autre chose. Elles m'ont proposé des choses que je n'aimais pas, et elles m'ont proposé direct du cœur, et au départ, j'étais pas du tout partante non plus, parce que j'avais peur que ça fasse roman sentimental pour filles. Mais elles m'ont dit, écoute, c'est ça. Et finalement, je regrette pas, que c'est très bien. Donc, si vous l'avez lu, vous savez qu'évidemment, c'est le nom signé du personnage. Et avec le recul, je me dis qu'elles ont vraiment bien fait. Voilà. Bah, vous verrez, tous ceux qui découvrent le livre, donc dans la communauté des sourds, chacun a un nom signé. Et je me demandais justement, Florence, est-ce que vous aussi, vous avez un nom signé? Oui, évidemment, j'ai un nom signé. Et mon nom signé, c'est ça. Alors, on ne voit pas bien, mais demain, c'est ça. Il y a une main ici en support et l'autre qui monte. C'est un signe qui est relativement proche du signe girafe, mais qui se fait avec la main complète, parce qu'il paraît que j'ai un grand pouce. D'accord. Voilà. Donc, c'est un nom qu'on vous a donné ou qui vous est venu de vous-même? C'est un nom qu'on m'a donné qui a un peu évolué avec le temps. Il n'était pas formé comme ça tout de suite. L'autre forme ne devait pas être géniale et il a évolué. Bon, il m'a été donné pendant mes cours de langue des signes, un peu tôt, que moi je n'ai pas souhaité faire dans le roman. Dans le roman, justement, avec Timothée, je fais en sorte que le signe arrive plus tard, c'est-à-dire quand les personnes se connaissent et qu'elles peuvent vraiment deviner quelque chose de la personne et lui donner un signe qui lui va. Moi, ce signe m'a été donné un peu rapidement, je pense, mais je l'aime bien, donc puis c'est comme ça. D'accord. Donc, on va laisser Nina et Marie poser leurs dernières questions et ensuite, on va répondre à toutes celles qui sont dans le chat. Donc, vous pourrez quand même nous interrompre et poser d'autres questions si vous en avez qui viennent spontanément. Donc, allez-y. La dernière question, c'est pouvez-vous imaginer mettre ce livre à l'écran? Oui, alors si je devais faire une réponse comme Tim, je ne sais pas si vous connaissiez ce mot en français dans cette acception, mais carrément, c'est-à-dire oui, tout à fait. Oui, j'aimerais beaucoup même. Alors, j'aimerais, et en même temps, si ça devait se faire, alors je sais que l'auteur, il décide à peu près rien. Quand un film est mis à l'écran, c'est plus entre ses mains, c'est plus lui qui décide. Moi, il y a une chose pour moi. Juste mettre à l'écran, ça veut dire le projeter, faire une adaptation au cinéma. Voilà. Oui, Florence. Si devait être adapté, moi, ce que je voudrais, mais je ne déciderai pas, ce serait que les sourds soient vraiment joués par des sourds. Parce que ça, c'est aussi un problème. Il y a beaucoup de films où on met en scène des personnages sourds qui sont joués par des acteurs entendants. Le résultat n'est pas toujours génial. Il y a des exemples de films où les acteurs sont formidables et où ça marche très bien. Nous, on a eu un film en France ces dernières années et c'est une catastrophe. Et ça a été aussi très difficile pour les sourds d'accepter que enfin il y avait des rôles de sourds au cinéma et eux ont ressenti ça comme un vol, qu'on leur avait volé quelque chose qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. C'est vrai que si c'était fait, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait des sourds, mais oui, j'adorerais que ça soit réalisé. Voilà, donc si vous voulez aussi dans les dossiers pédagogiques qu'on a préparés sur sur Direct du Cœur, on vous a mis 2 références de films, donc La famille Bélier et Jenseits der Stille. Donc bon, Florence peut-être n'a pas apprécié celui-là, si je comprends bien. C'est difficile à dire parce que quand je l'ai vu, j'ai fait comme tout le monde, j'ai versé ma petite larme à la fin. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment touchante. Après, Karine Viard, donc l'actrice qui joue la mère, c'est une actrice que j'aime énormément, qui est une très bonne actrice française. Dans ce film, c'est très mauvaise, c'est catastrophique. Et je trouve que ça donne une image des sourds, mais déplorable. Les parents sont idiots, ils sont débiles. Le passage du pantalon, j'ai trouvé ça atroce. Et beaucoup de personnes de la communauté sourde, et surtout des enfants entendants de parents sourds, ont été très blessés. On trouvait que c'était une façon atroce de montrer ça. D'accord. Bon, bah, merci pour votre avis. Nina et Marie, merci beaucoup pour vos questions. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous couper si vous avez d'autres remarques à nous faire pendant la question de session-réponse.
On va passer donc à la session de questions-réponses. Donc, en fait, toutes les classes qui sont connectées avec nous aujourd'hui ont préparé des questions, donc avec leur classe. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les poser dans la rubrique questions. Vous pouvez mettre le nom de votre lycée et on va répondre à quelques-unes au fur et à mesure. Là, nous avons une question de Harmetz Pauline qui demande avec sa classe pourquoi avez-vous choisi la couleur violet? Est-ce que vous avez une obsession pour le violet? Pourquoi une des personnages principales est habillée tout en violet? Alors non, j'ai pas d'obsession. Donc, dans les secrets de fabrication ou la recette, si vous voulez, il se trouve que peut-être 2 ans avant Direct du Cœur, j'avais écrit une nouvelle pour un concours. C'était un concours organisé, je crois, par la ville d'Ottawa et il fallait que ce soit en rapport avec une couleur. Et j'avais raconté une histoire qui raconte cette toute petite portion dans le roman de cette nuit que passent Timothée et Jeanne sur la terrasse. J'avais écrit une nouvelle autour de ça. Et quand je suis partie sur Direct du Cœur, en fait, cette chose m'est revenue. J'ai eu envie de raconter cette histoire-là et de l'étoffer. Et à l'époque, oui, la fille était en violet, je sais pas. La fille était en violet parce que la nouvelle devait porter sur une couleur. Comme quoi, les choses, des fois, viennent de n'importe quoi. Et on a une autre question, justement, sur les personnages. Il y a Nora qui nous demande quel personnage vous préférez dans le livre et pourquoi? Alors ça, c'est une question difficile, hein, parce que, bon, évidemment, j'adore Tim, surtout que Tim, c'est particulier. J'ai parlé à sa place, j'ai pris la première personne pour lui, donc ça crée quelque chose de très particulier avec ce personnage, mais j'aime bien sa mère, j'aime beaucoup Yamina, j'aime beaucoup Némi. J'ai beaucoup de respect pour Némi, qui est une fille très droite, qui a l'air au début un peu rigide, un peu dure, un peu pas sympathique et que non, très chouette. J'aime bien Jeanne évidemment. Et Jeanne, ça a été un gros travail parce que dans ma toute première version, elle était bien pire que ça. Elle était plus violente et elle était peut-être proche de la pathologie, de la maladie. Et mon ami qui a lu tout ce que j'écris et qui a lu ce texte, il m'a dit c'est bien, mais ça ne va pas. Elle m'a dit ça en particulier. Elle m'a dit ton personnage est trop fou, tu ne pourras pas le sauver à la fin. Et en plus, pour un roman jeunesse, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, Jeanne, c'est un personnage qui a beaucoup évolué, par exemple, pour être moins gravement atteint et pour pouvoir être sauvé à la fin. Mais je les aime plutôt tous beaucoup. Merci. Ensuite, on a plusieurs personnes qui nous demandent est-ce que vous pourriez nous faire le nom signé Direct du Cœur? Vous pourriez nous montrer? C'est bien. Donc en fait, alors pareil, le nom signé Direct du Cœur, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est quand j'ai présenté le livre et qu'il y avait des moments des personnes sourdes, j'aurais dit comment vous feriez. Alors, non, le nom signé, je vais c'est le titre du livre qu'ils auraient inventé. Pour moi, le nom signé, c'était ça. Parce que le signe direct, c'est ça. C'est direct. Et à un moment, quand la prof réfléchit, elle fait direct. C'est pas terrible. Et donc, c'est devenu la première main sur le cœur et l'autre qui part, et c'est direct du cœur. Donc voilà, ça c'est pas tellement le titre, c'est plus le nom du personnage que le titre du livre, parce qu'après les sourds, le livre, ils l'ont signé différemment, mais le personnage, le signe, ça reste comme ça. Donc Timo qui a quand même pas mal de caractère et qui est très direct. Et justement, on vous demande est-ce que vous vous identifiez au protagoniste qui déteste l'école? Alors, c'est super parce que des fois, pendant les rencontres, on réalise des choses qu'on a faites en écrivant dont on n'a pas conscience. En fait, moi, j'étais pas du tout comme Tim. Je pense que je n'aimais pas tellement l'école, mais j'avais des parents suffisamment sévères pour ne pas me poser la question et pour travailler par ce qu'il fallait. Parce que si je ramenais des mauvaises notes, on me criait dessus. Enfin, c'était sévère à la maison.
de ce point de vue-là. Donc, je ne me posais pas de questions. J'étais ni une très bonne élève, ni une mauvaise élève. Enfin, je faisais ce qu'il fallait faire et c'est tout. Et je pense que une fois, j'ai répondu que je pense que Kim ose être ce que moi, je n'ai pas osé être. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé être comme Kim. Je le trouve plus intéressant que l'adolescente que j'étais, par exemple. Et vous auriez aimé faire option langue des signes au bac? Alors, ça n'existait pas. L'option langue des signes, elle existe en France depuis quelques années, je ne sais pas. Je me demande si ça existe depuis peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Mais si je l'ai écrit à l'époque, c'est que ça existait. Oui, peut-être 4-5 ans. C'est pareil, je pense que j'aurais pas eu l'audace et l'originalité de faire quelque chose d'aussi bizarre et que je n'aurais pas été encouragée. Je pense pas que j'aurais fait. On a pas mal de questions justement sur la langue des signes. Il y a Elmas, par exemple, qui nous demande qu'est-ce qui vous fascine dans la langue des signes? Et quelle est votre relation avec cette communauté? Alors, on va commencer par la communauté. Moi, quand j'ai commencé à apprendre la langue des signes, je n'avais jamais rencontré de sourds de ma vie, ou alors de loin dans le métro, dans le bus. Je les avais vus à la télé. Et dès que j'ai décidé de commencer ça, je suis allée à la rencontre de gens qui m'ont présenté des sourds. Et donc, je me suis retrouvée parfois à être à des repas ou à des sorties avec des sourds alors que je ne savais pas signer du tout. C'est comme si je venais chez vous et qu'il fallait que je parle allemand. Je dois avoir 10 mots d'allemand. Bon, ben voilà, ça s'est passé comme ça, en immersion au départ. Je vois moins de sourds aujourd'hui en dehors du travail. Au début, je voyais beaucoup de sourds en dehors du travail, en dehors des études. Je fais moins aujourd'hui parce que moins le temps avec le travail. Et puis, comme il y a un des personnages qui le dit à un moment dans le roman, ça doit être Némi qui le dit, c'est compliqué parce que parfois l'envie d'apprendre la langue des signes crée des effets d'amitié artificiels, on va dire des amitiés qui sont basées sur une envie comme ça de rentrer dans la communauté, mais qui ne sont pas des vraies affinités. Et donc j'ai assez peu d'amis sourds aujourd'hui. Et ce que j'aime dans cette langue, je la trouve belle. D'accord. De toute façon. Et ensuite, à travailler, au travail, elle est intéressante parce que parfois, il y a des signes qui n'existent pas et il faut pas les inventer, on n'a pas le droit. Il y a un gros tabou, un gros interdit sur le fait que des gens comme moi, entendants, interprètes, inventent des signes. Mais cela dit, on bricole, on crée des choses qui vont servir tout de suite. Et j'aime cette plasticité qui en fait existe évidemment dans les autres langues aussi, mais on en a peut-être moins besoin, tandis que là, parfois, on n'a pas de signes à disposition, et donc il faut inventer, et il y a toujours une stratégie à mettre en œuvre pour faire quelque chose. Je trouve ça assez réjouissant. Justement, par rapport aux relations que vous avez avec les sourds, il y a Alexandre, par exemple, Alexander qui demandait est-ce que vous avez des amis dans la communauté sourde ou est-ce que c'est que des relations professionnelles? Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt des relations professionnelles parce que je participais avant à certains projets d'association. Je disais que j'avais des relations amicales. J'avais une amie sourde, et moi qui me fâche rarement avec les gens. Vraiment, il faut me pousser très loin pour que je me fâche et que je me dispute. On a eu un gros conflit justement lié à l'interprétation, à la langue, à la façon de... Et ça a été quelque chose, c'est la seule fois où je me suis, on dit engueulée, oui. Enfin, bref, mais peut-être que vous connaissez, discuter. Je me suis disputée avec quelqu'un en langue des signes et on s'est reparlé depuis, mais il y a quelque chose qui s'est cassé, donc le nom, j'ai pas de vrai ami, j'ai pas d'amis avec qui on s'appelle et on va voir une expo. Cela dit, je suis relativement solitaire en général aussi, mais au-delà de ça, parmi les gens que je vois professionnellement, il y en a que je vois très régulièrement et avec lesquels il y a quand même une complicité. Et c'est des gens avec lesquels, par exemple, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on se donne des nouvelles et on se soucie les uns des autres. Merci.
Je voulais juste dire un petit mot pour les personnes qui posent les questions. Pensez bien à les poser dans la partie questions et non dans la partie chat qui est réservée aux questions techniques. Et vous pouvez voir aussi que vous pouvez voter sur les questions que vous préférez pour les faire remonter. Comme ça, moi, ça me permet de voir celles qui vous intéressent le plus. Là, on a une question peut-être voilà, qui pourrait être intéressante de Lily qui demande « Est-ce que vous avez des idées sur comment la communauté sourde peut devenir plus visible dans notre société et moins marginalisée ?» Alors, en fait, c'est très étonnant ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. C'est un truc extrêmement négatif et tragique, mais depuis le mois de mars, le Covid a donné une visibilité aux sourds qu'ils n'ont jamais connue avant, parce qu'ils ont beaucoup revendiqué quand il y a eu les discours du président de la République, parce qu'autrefois, donc je vous fais un peu d'histoire, quand il y a eu, quand le VIH, le SIDA, je ne sais pas dans quel ordre vous mettez les initiales en Allemagne, le SIDA, j'espère que tout le monde comprend, Marguerite, je pense. Quand le SIDA est arrivé, il n'y avait pas d'interprète à la télé, il y avait peu de traduction, et les sourds ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, et il y a eu une hécatombe, il y a eu vraiment beaucoup de personnes contaminées et de personnes mortes par le sida dans ces années-là, par manque d'information, parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils s'attrapaient, ils ne comprenaient pas comment il fallait se protéger. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont créées à cette époque, et je pense qu'on tire les leçons aussi de cette période. Et quand il y a eu les discours de M. Macron ou certains discours d'autres ministres, des discours hebdomadaires toutes les semaines, sur les niveaux de contamination et ça, maintenant c'est systématiquement traduit. Systématiquement. C'est dommage que ça arrive comme ça, mais il est en train de se passer quelque chose effectivement aujourd'hui sur la visibilité des personnes sourdes. On a aussi, par la fiction, enfin je ne sais pas si mon roman changera grand-chose, mais il y a une série suédoise, je crois, ou quelque chose comme ça qui s'appelle Scam. Je ne sais pas si vous, en Allemagne, vous l'avez adapté. C'est une série avec des personnages adolescents. Et les Français l'ont, pareil, adapté et refait en France. Et la dernière saison se passe avec un jeune homme qui devient sourd. Et eux, ils ont effectivement pris des comédiens sourds pour jouer les sourds. Et c'est pareil, ça a donné une visibilité. Voilà. Et ça, vous pouvez nous redire comment ça s'écrit, le nom de la série? Alors, je ne sais plus si c'est Scam, S-C-A-M ou S-K-A-M, et c'est une web série. Donc, de toute façon, ça se regarde en ligne. Et vous avez je crois que les Italiens aussi l'ont reprise. Et l'épisode, enfin la saison qui concerne la surdité, a priori, est en France. C'est pas une adaptation, c'est vraiment une création. Merci. Alors, on a une autre question assez populaire ici. Jonas demande, vous parlez de la nécessité d'amour à l'école. Pensez-vous que le système scolaire est trop théorique et trop froid? Et doit-il être plus créatif? La nécessité d'amour à l'école, j'ai parlé de la nécessité d'amour à l'école. Je sais pas exactement à quoi il fait référence, mais... Je ne comprends pas bien la question. La nécessité d'une école plus créative, alors... Peut-être juste par rapport au système scolaire, pensez-vous qu'il faut qu'il soit moins théorique et qu'il y ait plus de créativité dans l'enseignement? Ah oui, je vois, c'est la question. C'est la mère qui dit ça, qui dit qu'elle a appris les langues, l'italien avec un amoureux parfaitement et qu'il n'y a rien qui, ça y est, j'y suis, et qu'il n'y a rien de mieux que l'amour pour apprendre une langue. C'est une vérité. Je connais des interprètes qui sont très bonnes parce qu'elles sortent avec des sourds, par exemple. C'est pas qu'une blague. Cela dit, c'est difficile de critiquer le système scolaire. Je pense que l'éducation est une chose extrêmement complexe, que les générations, enfin les gens de votre âge ne sont pas ce que nous étions à 17 ans. Je pense que vous n'avez pas les mêmes besoins que nous. Je pense que deux élèves n'ont pas les mêmes besoins. Moi, j'ai une ado à la maison.
une fille qui va bientôt avoir 18 ans. Je pense que le système scolaire n'est pas du tout adapté pour elle. Elle n'a pas aimé l'école, elle n'a pas aimé le lycée. Oui, je pense qu'il y a un peu de vie, un peu de concret. Alors, je vais vous faire une citation. Je ne vais pas en faire beaucoup, mais ça concerne le théâtre. Il y avait un grand acteur en France qui s'appelait Louis Jouvet et qui disait à ses élèves comédiens, mets un peu d'art dans ta vie, comme ça tu mettras de la vie dans ton art. Certes, c'est pas trop compliqué ce que je dis, et je pense qu'effectivement, dans l'apprentissage, si on met de la vie, il faut que ça soit raccordé, il faut que ce soit motivant, il faut que ce soit que ça fasse du sens. Moi, c'est quelque chose à mon âge que je ressens encore quand je travaille. J'ai besoin que ça veut dire quelque chose, que ça fasse du sens, que j'ai l'impression d'une utilité, que ça serve à quelque chose, sinon ça m'est très difficile. Mhm. Voilà, donc avant de passer à la suite, on vient de voir que le lycée Pierre Trudeau vient de se déconnecter, donc on voulait leur dire merci de tout cœur d'avoir participé, même si c'était pas forcément évident de s'arranger pour la technique, surtout en ce moment. Donc merci beaucoup. Oui, merci. Ouais, merci, c'était super. Merci Nina et Marie et donc Marjolaine, leur enseignante et toute la classe qui avait préparé les questions. Merci à tous ceux qui posent des questions aussi dans le chat. On va encore pouvoir en prendre quelques-unes. Peut-être des questions sur le contenu du livre. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur la fin. Donc il y a Anna qui demande est-ce que Tim revoit Jeanne à l'université à la fin du livre? Oui, non. Mais alors, c'est quelqu'un, je sais pas si quelqu'un qui a lu le roman qui pose la question. Clairement, l'épilogue, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre, c'est ça. C'est que la jeune femme pour laquelle il y a des interprètes à côté du prof à l'université, c'est Jeanne. Et ils se reconnaissent, enfin, il me semblait que le dialogue indiquait bien, puisqu'il dit elle n'est plus habillée en violet, mais elle est toujours aussi stupéfiante, enfin quelque chose comme ça, hein, j'ai pas relu. Oui, bien sûr, ils se revoient. Après, qu'est-ce qui se passe? Je le dis pas, je laisse la question ouverte. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est une amitié? En tout cas, le roman finit sur le fait qu'ils vont boire un café ensemble et qu'elle semble plutôt bien calmée de son côté et que lui a un peu évolué aussi dans ses rapports avec ses filles. Voilà, donc ça, il faut lire la fin du livre pour avoir toutes les infos. Alors, Florence, est-ce que vous pouvez bien parler en face du micro parce qu'on a encore quelques petites perturbations des fois. On a une question sur peut-être, c'est vrai que le style de votre roman est assez particulier parce qu'il est très oral en fait. Vous écrivez un peu comme si vous étiez dans la tête de Tim. Et on a Dominique qui nous demande est-ce que le langage de jeune que vous employez dans le livre, donc de Tim, est-ce qu'il correspond à la réalité du langage des jeunes aujourd'hui en France? Alors, super question. Comme le dit Marguerite, effectivement, moi j'ai écrit ce roman comme ça. Une fois que je suis partie sur la première personne, ce dont j'ai eu envie, c'est pas tellement que le livre soit écrit comme on parle, mais plutôt comme Tim pense, que ce soit un peu sa voix intérieure et comment lui-même se parle à lui-même. Alors je pense que oui, il y a quelque chose d'un peu relâché, d'un niveau pas très haut en langage, correspond à ça. En même temps, j'ai évité certaines expressions des jeunes d'aujourd'hui qu'on utilise aujourd'hui et qu'on n'utilisera plus dans 2 ans, et qui dans 2 ans ne voudront plus rien dire, seront des huettes, qui feront vieux, et c'est très, mais c'est vrai que c'est quelque chose de délicat à doser, cette oralité. On m'en fait parfois le reproche. Je sais que certains lecteurs adultes et aussi des lecteurs jeunes trouvent que mais c'est quoi ce langage? Mais moi, je ne me permets pas de parler comme ça et je ne dis pas de gros mots. Eh bien, bravo, moi j'en dis. Oui, je pense que c'est relativement proche. Après, comme je le disais, moi je vis avec une adolescente
Et je pense que j'ai sa voix et son parler dans la tête et dans l'oreille quand j'écris à la première personne. Donc je pense que je suis pas loin, je crois. Super. Donc, et votre adolescente qui a lu votre livre, j'imagine, il lui a plu? Alors, mon adolescente lit difficilement ce que sa mère écrit parce que, comme tous les jeunes, enfin, non, on lit pas ce que fait maman, on lit pas ce que fait papa, on s'intéresse plutôt moins à ce que font les parents. En tout cas, on met une distance, mais celui-là, il l'a lu et oui, ça lui a plu. Mais c'est pas quelque chose d'évident qu'elle lise ce que je fais, ce qui au début me vexait, évidemment. Et puis, j'en ai parlé avec d'autres collègues écrivains et on en est tous là. Nos enfants, nos parents, ma mère, par exemple, en est depuis 2 ans et demi à la page 97 de Direct du Cœur. J'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps. 90. Je suis très, très fâchée. Alors, on va se rapprocher de la fin du webinaire, donc on va poser encore quelques dernières questions. Alors, il y a pas mal de gens qui ont demandé pourquoi est-ce que le nom du personnage principal est Tim. Est-ce qu'il y a une raison? Et non, comme d'habitude, alors ça m'arrive de chercher. Là, je suis en train d'écrire un roman pour des jeunes plus jeunes que vous. Il y a un truc un peu de chevalerie, tout ça, et j'ai envie de prénoms qui font du sens, et donc je me creuse la tête. Mais Tim, c'est arrivé comme ça, je sais pas, je trouve ça joli. Après, j'aurais pu changer et j'ai gardé ce nom parce que ça me permet une mauvaise blague à un endroit sur cette histoire de shampoing. C'est idiot, mais voilà, j'aimais bien. Mais non, je trouve qu'il y a une douceur, il y a en même temps de la douceur dans Timothée et en même temps quelque chose d'énergique dans Tim. Et je pense que ça lui va bien parce qu'il contient ça à la fois. Il y a ce côté un peu direct, un peu comme ça, et en même temps, c'est quelqu'un de doux, je trouve. Je l'ai senti comme ça, mais il n'y a pas de. J'en connais pas. Par exemple, je ne connais pas un Timothée. Excusez-moi, j'ai oublié de rallumer mon micro. Donc, on a une question aussi sur la couverture de livre de Myriam qui demande comment avez-vous choisi la couverture du livre et déjà, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Alors non, c'est pareil. La couverture, c'est pas l'auteur qui décide, même si on nous consulte un peu. Il y a eu d'autres propositions. Il y a eu une première proposition qui n'était pas celle-là, que j'aimais beaucoup, et puis mais que les éditrices n'aimaient pas. Et puis une proposition que les éditrices aimaient et que je trouvais très très laide, et avec beaucoup de mains qui ne voulaient rien dire. Et moi, je n'assumais pas, je ne pouvais pas me permettre vis-à-vis des sourds et des sourds que je côtoie que cette couverture, c'est des mains qui ne veulent rien dire, c'est pas possible pour moi. Et quelqu'un a eu l'idée de ce signe et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Oui, j'aime bien cette couverture. Je ne l'ai pas choisie, mais je me suis un peu bagarrée pour que ça fasse sens, pour que ça soit pas n'importe quoi. Vous n'avez pas le micro, Marguerite. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Donc, Florence, j'imagine que ça vous a plu, commencer de discuter avec un public allemand. Votre micro aussi. C'est super. La seule chose qui me manque, c'est de vous voir et de vous entendre. C'est vrai qu'avec Nina et Marie, c'est bien de les voir et de les entendre vraiment. En revanche, je suis ravie de pouvoir faire une rencontre aujourd'hui parce que, évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en France, nous sommes à nouveau plus ou moins confinés. Et l'année dernière, j'avais énormément de rencontres en classe qui ont été pratiquement toutes annulées. Et ça fait partie du plaisir de l'écriture, en fait, de rencontrer ces lecteurs et de discuter avec eux. Parce que l'écriture, c'est effectivement plusieurs phases. Il y a la chose qui se met dans la tête et à laquelle on commence à rêver, puis il y a un moment extrêmement solitaire de travail
qui est parfois agréable, parfois difficile, parfois on en a marre. Et il y a l'attente après de est-ce que ça va être édité, puis même quand on sait que c'est édité, c'est pas tout de suite, enfin il y a ça. Et le moment où enfin on rencontre ses lecteurs et cet échange et où on continue de découvrir soi-même des choses sur ce qu'on a écrit grâce à vos questions, c'est quelque chose de très très plaisant. Moi j'aime beaucoup ça et donc c'était bien d'être là ce matin vraiment. Super. Bah, merci beaucoup et merci aux élèves qui se sont connectés. C'est vrai que c'est une période particulière, donc on vous est vraiment reconnaissant de prendre part au prix. Florence, est-ce que vous pourriez nous dire comment on signe merci? Alors c'est très simple. Voilà. Merci tout le monde. Et au revoir. Voilà. Donc, je pense que ça fait pas mal de matière pour le débat. Merci beaucoup. À savoir que cette rencontre a été enregistrée et que nous allons la diffuser sur notre YouTube. Donc, on vous enverra les liens vers toutes les vidéos à la fin des 3 webinaires, donc fin novembre. N'oubliez pas nos prochains rendez-vous. Donc, lundi prochain de 10h à 11h, cette fois avec Vivien Bessière. Donc, pour son roman Même pas en rêve. Ensuite, le lundi 16 novembre de 11h à 12h15 avec Wilfried Nsondé pour Aigre-Doux. Voilà. Donc, vous pouvez nous dire si ce webinaire vous a plu dans nos sondages. Donc, Oriane a lancé un petit sondage pour demander si vous pensez que ce webinaire vous a été utile. Oui, non, ne se prononce pas. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous pouvez nous écrire aussi directement. Et vous pouvez suivre toute notre actualité en ligne sur le site d'Ernst-Klett-Sprachenverlag de l'Institut français d'Allemagne et aussi notre Facebook que nous essayons de mettre à jour. Donc, hashtag PDLA 2021. Merci tout le monde. Voilà. Et à bientôt. Merci Florence.